C'est inimaginable d'être vendu, n'avoir ni choix, ni alternative, ni porte de sortie. Vous êtes une marchandise qui coûte environ 1 500 €, le prix moyen déboursé par les trafiquants d'êtres humains pour s'offrir une vie. Vendu pour le sexe, le travail forcé, la mendicité ou même pour des organes. Les 3/4 des victimes, principalement des femmes et des jeunes filles, sont prises au piège dans le monde obscur et effrayant du trafic sexuel. Et cette industrie qui est en plein essor en Occident est solidement implantée ici en Europe. Le trafic sexuel, c'est le sujet de cette édition de On the Frontline. Commençons par ce reportage de Michel Santos. Il a rencontré Sophie, une jeune Britannique qui a vécu une terrible épreuve pendant 6 mois en Italie. Craignant pour sa sécurité, elle a souhaité que son identité soit maintenue secrète. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Cass. Nous étions amis depuis 5 ou 6 ans, jusqu'au jour où il m'a demandé de partir en voyage avec lui. Nous sommes donc partis et après 3 jours, il m'a dit que je n'étais pas là pour des vacances, mais que j'allais devoir travailler pour lui, que j'allais devoir travailler dans les rues comme prostituée. Chaque soir, je devais gagner une certaine somme d'argent, entre 700 et 1000 €. C'était 17 clients minimum, ce qui était considéré comme une mauvaise journée. Mais ça pouvait aller jusqu'à 30 ou 32 clients. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. Il m'a tout pris. Beaucoup de mon temps, mais beaucoup de mon âme aussi. C'est lui qui décidait de tout, de la manière dont je devais penser, m'habiller, de la manière dont je devais parler aux gens. Je ne pouvais faire confiance ni demander de l'aide à personne, car je craignais qu'il me fasse du mal à moi et à ma famille. Il est arrivé que je sois contrôlée par des policiers. Certains d'entre eux revenaient ensuite avec leur voiture personnelle pour me conduire chez eux. Comment vous pouvez faire confiance aux policiers quand ceux-ci font également partie de vos clients? C'est pareil avec les avocats, les médecins. Ce sont des personnes qui auraient dû m'aider, mais ils ne l'ont pas fait. Vous ne pouvez pas survivre longtemps à cela. Quelqu'un aurait pu me tuer. Une fois, un client m'a pointé un pistolet sur la tête. J'en ai vu plusieurs arriver avec des armes. Quelque chose de grave aurait pu m'arriver. Pour conclure, Sophie a réussi à échapper à son geôlier. Elle a été très malade et a dû être hospitalisée. C'est ensuite qu'elle a trouvé le courage d'appeler sa famille pour demander de l'aide. Nous retrouvons maintenant dans On the Frontline Mirja Vassiliadou, coordinatrice européenne de la lutte contre la traite des êtres humains, et Toos Heemskerk de l'ONG Not for Sale. Mirja, c'est incroyable, consternant d'avoir une telle conversation au XXIe siècle sur l'esclavage, le trafic sexuel en Europe. Qui sont les victimes? D'où viennent-elles? Quel âge ont-elles? C'est l'un des phénomènes les plus embarrassants de notre époque en Europe que nous devrions placer en tête des priorités. Car n'importe qui peut être victime du trafic sexuel. Ce sont principalement des femmes et des filles, la grande majorité seraient des femmes et des filles. Mais ça peut être aussi des hommes et de jeunes garçons. Avant, on avait l'habitude de penser que ces femmes qui travaillent en Europe venaient de l'étranger. Mais aujourd'hui, on assiste à une hausse du trafic intérieur. De plus en plus de citoyens européens sont victimes de ce trafic à l'intérieur même des frontières de l'Europe. Tous, nous venons d'écouter le récit de Sophie, qui est britannique, ce qui semble inhabituel. En quoi ce qui lui est arrivé est-il typique?
C'est une histoire très typique. Aux Pays-Bas, on appelle cela a lover boy situation. La fille croit qu'elle a une authentique histoire d'amour avec un garçon. Le premier cas connu aux Pays-Bas remonte à l'année 92, quand une jeune fille de 13 ans s'était précipitée vers un agent de police pour lui demander de l'aide. Depuis, on voit ce genre d'histoire se répéter et effectivement, elle se déroule aussi à l'intérieur de nos frontières. Des filles vulnérables, qui cherchent de l'attention, de l'amour, qui cherchent à être protégées et qui entament une relation avec ces hommes. Vous êtes au front, sur le terrain, d'où viennent ces filles? La plupart viennent de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie. Myria, c'est un crime peu risqué et en même temps très profitable aux trafiquants. En effet, ils gagnent grâce à ce trafic d'énormes sommes d'argent. On estime à 25 milliards d'euros les bénéfices au niveau mondial. Et c'est un fléau en escalade. On va le voir sur l'écran, la courbe n'a cessé de grimper de manière exponentielle. Pourquoi ne parvient-on pas à vaincre ce fléau? Les tendances changent tout le temps. Quand les autorités se mettent à lutter d'une façon particulière contre les trafiquants, ceux-ci changent aussitôt de méthode. Par exemple, l'une des tendances que l'on voit aujourd'hui, c'est le recrutement sur Internet. Mais s'il est difficile de lutter contre ce fléau, c'est aussi parce que les victimes, on l'a vu dans le reportage, n'ont pas envie de témoigner à visage découvert. Elles ont peur, elles reçoivent des menaces, tout comme leurs familles. C'est très difficile de rassembler des preuves qui permettraient de poursuivre ces criminels et de les faire condamner. La peur crée une forme de crime caché. Tos, alors qui sont les proxénètes? Des criminels isolés ou des gens qui agissent en bande organisée? C'est très variable. Il peut y avoir des membres de la famille, des frères, des oncles. On a eu le cas de 2 sœurs qui avaient leur père comme proxénète. On entend toutes sortes d'histoires et aucune ne se ressemble. Parfois, les trafiquants travaillent seuls, mais souvent, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui aux Pays-Bas, les types qui gagnent le plus d'argent s'éloignent du quartier rouge et confient les commandes à d'autres hommes qui surveillent les filles. Ils traînent dans les cafés, regardent qui sont les clients, combien d'argent les filles gagnent. Ils peuvent être seuls, mais il y a aussi des réseaux. C'est quand le proxénétisme s'organise de l'intérieur que les filles ont du mal à s'en extraire. Myria, vous avez évoqué les poursuites judiciaires, les taux de condamnation pour trafic d'êtres humains. Un cas sur 800 seulement se termine par une condamnation. Ça paraît incroyable. Il y a une nouvelle directive européenne qui doit être transposée l'année prochaine. Alors pensez-vous que les États membres ont la volonté d'avancer sur ce sujet? Cette loi, cette directive montre qu'il y a une volonté d'avancer vers la prévention, vers la protection des victimes et la poursuite des criminels. La directive s'oriente davantage vers la protection et l'assistance aux victimes. Quand elles se sentent protégées, les femmes sont plus à même de témoigner et de coopérer avec les autorités, ce qui, on l'espère, peut déboucher sur des poursuites et d'éventuelles condamnations. Tos, approfondissons le débat et parlons de l'élargissement de l'Union européenne en 2004. Le profil des filles qui travaillent dans la rue a-t-il, selon vous, changé après l'élargissement? Oui, beaucoup. Après la chute du rideau de fer, on avait observé à Amsterdam une augmentation incroyable de femmes arrivant des pays de l'Europe de l'Est, Albanie, Russie, Tchécoslovaquie. Les rues étaient remplies de filles originaires de ces pays. Donc tout d'un coup, à la place des Sud-Américaines, des Thaïlandaises et des Néerlandaises, il n'y avait plus que des femmes de l'Europe de l'Est. 75% des femmes qui sont dans les vitrines aujourd'hui à Amsterdam sont des filles d'Europe de l'Est. Justement, à propos des pays candidats à l'adhésion,
Il y a quelque chose de vraiment incroyable. La traite d'êtres humains, le trafic sexuel est un crime contre l'humanité. Et pourtant, l'Union européenne envisage d'intégrer des pays qui ont de terribles antécédents avec la traite d'êtres humains. Comment en est-on arrivé là ? La traite d'êtres humains, comme vous l'avez dit, est un horrible phénomène. C'est de l'esclavage. On est en train de parler de personnes qui sont retenues dans des conditions d'esclavage. Voilà ce que c'est. Les pays candidats à l'adhésion, j'ignore les antécédents de chacun en matière de trafic d'êtres humains. En tout cas, ils ont l'obligation de respecter les lois et les mesures européennes pour devenir membres de l'Union européenne. Tos, rapidement, comment voyez-vous l'avenir ? Je pense que l'on devrait se focaliser sur l'origine du problème. Beaucoup de filles sont issues d'un milieu pauvre et elles se sentent responsables du bien-être de leur famille. Si on ne lutte pas tous ensemble, les ONG, la police, contre l'origine du problème, eh bien il persistera. Les filles cherchent une issue. Elles se font plein d'idées sur l'Ouest. Elles pensent qu'elles peuvent y gagner plein d'argent, ce qui est une idée fausse. En matière de trafic à des fins d'exploitation sexuelle, je crois beaucoup à cette législation européenne. Je pense que c'est la voie à suivre. Je crois qu'il y a une volonté politique chez les États membres de mettre des ressources là où il faudrait. Et j'espère à terme que tous les pays européens se soucieront du trafic d'êtres humains. Myria, Tos, merci beaucoup. Donc, tant qu'il n'y a pas un engagement réel sur la question, cette forme d'esclavagisme moderne risque de croître inévitablement. Il n'y a jamais eu autant d'esclaves dans l'histoire. Il serait 27 millions dans le monde selon des estimations. C'est un problème gigantesque et complexe sur lequel on reviendra. Notre débat se poursuit en ligne. N'hésitez pas à me tweeter vos commentaires. D'ici là, rendez-vous dans la prochaine édition de On the Frontline.